Alors, Google dépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, on va faire un petit sondage. Ceux qui n'ont pas utilisé Google aujourd'hui en moteur de recherche, lèvent la main. Ah, monsieur devant. Et on va dire qu'on est bon au niveau des stats. Je vais vous donner les stats après, on est bon. Est-ce que vous avez utilisé Internet aujourd'hui? D'accord. Vous avez utilisé un autre moteur de recherche? Parfait. Lequel? Oula, c'est particulier, hein. Vous êtes sur du ultra spécifique. Vous sortez de mon panel, alors vous sortez du panel. Alors vous verrez, j'ai pas les stats pour DuckDuckGo, c'est pour ça en fait. C'est tout simplement pour ça. Autre petite question, qui a un smartphone dans la salle? Qui a un téléphone sous Android? Voilà, vous avez tous utilisé donc Google aujourd'hui. Donc voilà en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de Google dépendance, c'est qu'aujourd'hui en fait effectivement Google est devenu ultra présent dans nos vies sans même que l'on s'en rende compte, parce que ce petit jeu de questions on pourrait le faire une bonne partie des 45 minutes, 1 heure qui me sont allouées, parce qu'on pourrait jouer avec Gmail, avec YouTube, avec Picasa, avec Google Drive. Voilà, tout ça sont des services fournis par Google que vous utilisez et donc qui vous rendent dépendant à titre professionnel, mais surtout sur votre activité. Si votre activité a besoin d'être visible sur Internet, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir forcément passer à un moment ou un autre par Google, et très certainement par la case payant aussi. Donc il y a un moment où il faut peut-être se poser des questions, et on va essayer de voir comment on peut sortir de cette Google dépendance sur votre business, et comment est-ce qu'on peut arriver à être visible, être présent sur Internet sans forcément donner tous ses sous à Google tous les mois. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va faire un petit point sur Google, parce qu'il est présent partout, on le connaît, on le sait, mais il y a un moment où il faut mettre des chiffres en face. Aujourd'hui, Google, c'est plus de 200 produits en ligne. Donc, je vous en ai donné certains. Le plus connu et qu'on n'associe pas forcément en fait à Google, c'est YouTube. Aujourd'hui, YouTube est la première plateforme de vidéos sur le web, et c'est le deuxième endroit sur le web sur lequel on fait des recherches après Google, et bien avant DuckDuckGo. Voilà, que les choses soient bien claires. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'en fait, si on regarde bien, Google, sur le web, il couvre une partie, enfin même sur le monde digital, couvre une grosse partie de nos besoins. Et on peut faire du loisir avec de la vidéo, on peut faire de la recherche avec le moteur de recherche, bien sûr. On peut faire du social maintenant avec Google+, une sorte de Facebook à la Google. On a Google Calendar qu'on utilise très souvent, Gmail. Et en fait, à chaque fois que vous utilisez ces outils-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous laissez une trace. Donc il y a eu pas mal de reportages qui ont, notamment je crois sur M6, il n'y a pas très longtemps, sur Capital, qui a fait quasiment 2 heures sur l'emprise Google, et qui était assez édifiant, donc je ne vais pas tout refaire, mais effectivement c'est assez fou de voir qu'aujourd'hui on est devenu Google dépendant, et que Google en fait formate notre mode de pensée, et va aller extrêmement loin dans notre quotidien, de plus en plus, puisque aujourd'hui Google veut sortir du digital et investit dans des voitures autonomes, dans les connexions Internet, et devient même aux États-Unis fournisseur d'accès à Internet, histoire de bien pouvoir tout contrôler. Donc ça peut parfois faire un petit peu peur. On va parler de business maintenant, on va parler chiffres, parce que vous êtes des créateurs, vous êtes des entrepreneurs, donc forcément ça vous intéresse. Quelques chiffres. 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires au 4e trimestre 2014. Et ça déçoit un peu. Clairement, c'est bien en dessous de leur espérance, puisqu'ils visaient en fait de faire entre 21 et 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais ça correspond quand même à plus 15% par rapport au trimestre 4 de l'année 2013. Donc on va dire que globalement, une entreprise qui croise de 15% tous les trimestres, ça va, c'est correct. Ils ont aussi quelques petites économies de côté, 50 milliards de dollars disponibles, ce qui explique pourquoi, quand il y a une start-up, et notamment des start-up françaises, qui percent dans un domaine d'activité, notamment on a eu la robotique, on a eu le médical, il y a de très fortes chances pour que Google vienne et rachète l'entreprise, où ils prennent de très grosses participations. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Il y a un tout jeune inventeur français qui a inventé le réveil olfactif. Ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'on l'entend de façon un peu cyclique. Là, il y avait la foire de Paris, donc il y a le concours de l'épine, donc on en a reparlé. Bon, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'entre l'année dernière, on en a commencé à en parler, et cette année,
il y a Google qui est arrivé, qui a lâché un petit billet aux alentours de 50 000 $ pour pouvoir financer son projet, pour pouvoir l'aider à faire ses recherches. Bon, voilà, c'est encore une fois la preuve que Google derrière est là et est très présent. Sur son activité, clairement, puisque là on était sur les chiffres, on était sur le business, sur l'activité, part de marché en France, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le panel était assez juste. 9 recherches sur 10 aujourd'hui en France se font via Google. Ce qui veut dire que potentiellement, si votre entreprise n'est pas visible sur ce moteur de recherche, quand on tape son nom, quand on tape votre secteur d'activité, qu'est-ce qui va se passer? Pour 9 personnes sur 10, votre entreprise n'existe pas. Puisqu'en fait, les gens ne vont pas chercher ailleurs, de moins en moins. Donc ça pose un vrai problème pour les entreprises de dépendance. Il y a des sociétés qui sont cotées aujourd'hui en bourse qui ne publient pas en fait leurs chiffres de trafic sur leur site internet, notamment des sites e-commerce. Pour une raison toute simple, c'est qu'elles ont extrêmement peur que les investisseurs soient en vigilance par rapport à ça, puisqu'elles ont aux alentours de 60% de leur trafic qui est généré par Google. Qu'est-ce qui se passe si demain Google décide de déréférencer ce site ou de couper l'accès à ce site aux internautes? L'entreprise en fait perd complètement sa visibilité, son chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. À ce sujet, il y a une petite histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, de la presse belge. Il y a 2 ans de ça, la presse belge en fait, a fait un procès à Google parce que Google indexait le contenu payant de ses sites avec son outil qui s'appelle Google Actualité. Ils ont fait un procès devant la Commission européenne, ils l'ont gagné, et Google a appliqué la sentence de façon assez drastique, puisqu'en fait, il était écrit dans le jugement qu'il fallait que Google désindexe les contenus des sites de la presse belge. Sauf que c'était les sites payants. Les contenus payants. Qu'est-ce qu'a fait Google? Google a coupé complètement l'accès au contenu des sites belges, de la presse belge, sur le moteur de recherche. Et donc vous tapiez dans Google le soir, qui est un quotidien belge, vous ne trouviez aucun résultat. Je vous assure que la presse belge s'est empressée de dire à Google qu'il fallait trouver un terrain d'entente, que ce n'était pas tout à fait ça, parce qu'ils vivent de la publicité, et s'il n'y a pas de trafic sur le site, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de rentrée d'argent grâce à la publicité, et donc le modèle économique se casse la figure. On a un exemple, on aime bien se moquer un petit peu des Belges, on a un exemple en France. Hein. Vous avez dû entendre parler de la taxe Google, qui était l'un des fers de lance du gouvernement quand il a pris sa fonction. On va faire payer les géants du web la TVA qu'ils devraient payer en France. Google a dit oui, venez, on va essayer, on va voir. Ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente et Google a menacé la France de se désinvestir complètement en fait, du marché français, aussi bien sur la recherche que sur les différents financements qu'ils pouvaient donner. Et en fait, au final, on a eu une communication de la part de l'Élysée comme quoi Google avait signé un partenariat avec l'Élysée pour financer, je crois que c'est la culture digitale, je ne sais pas quoi, il y a un fonds d'investissement de 200 millions de dollars par an qui est financé par Google pour les journaux et ainsi de suite en France. En fait, c'est juste un accord qui a été signé pour voilà, vous ne nous embêtez pas avec la TVA et on vous donne un petit peu d'argent derrière, mais ne venez pas mettre votre nez dans nos comptes directement. Voilà. Bon. C'est des petites choses comme ça qui montrent en fait qu'aujourd'hui Google a une emprise très forte et que cette emprise n'est pas toujours transparente, clairement. Il y a une phrase que l'on aime beaucoup, nous, chez JetPulp, c'est que si un service est gratuit, c'est que vous, l'utilisateur, vous êtes le produit. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie à chaque fois chez Google. C'est-à-dire qu'en fait, chez Google, tout est gratuit. Vous utilisez un moteur de recherche, il faut juste imaginer la quantité d'informations qu'il faut stocker derrière, mais vous ne payez jamais, il n'y a pas d'abonnement, tout est gratuit. Gmail vous offre 10 gigaoctets de mémoire en ligne, enfin, ça a des coûts qui sont phénoménaux. En fait, si vous offre tout ça, c'est que derrière, il récupère toutes vos datas pour pouvoir derrière vous cibler correctement en termes de publicité. Puisqu'aujourd'hui, 85% du chiffre d'affaires de Google est généré par sa régie publicitaire. Donc en fait, il récupère toutes vos données pour pouvoir vous cibler et savoir qui vous êtes. Aujourd'hui, sans que vous ayez donné ces informations, grâce à des outils de Google, notamment un qui s'appelle Google Analytics, qui est pour vous, entrepreneurs, l'outil qui vous permet de pouvoir voir ce qui se passe sur votre site, dans les dernières versions, je peux savoir combien de personnes, hommes, sont venus sur mon site, combien de personnes, femmes, alors que vous ne l'avez jamais déclaré. Sauf que Google le sait parce qu'il a vu que vous vous êtes inscrit sur tel ou tel site et que vous avez mis que vous étiez un homme, vous étiez une femme. Donc toutes ces données-là, en fait, sont accumulées et sont dans les mains de Google. Voilà. L'idée, ce n'est pas de
de vous faire trop stresser non plus, parce que là, on est du côté utilisateur, mais du côté entreprise, il y a plein de choses à récupérer gratuitement, plein de services gratuits aussi à utiliser, comme Google Analytics, et c'est une vraie valeur ajoutée, il y a une vraie utilité pour vous. Alors, on va faire un petit focus sur le référencement naturel. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ce référencement naturel, c'est globalement, quand je tape chaussures dans Google, qu'est-ce qui fait que Zalando arrive le premier en référencement naturel, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé pour être là, il arrive en haut. C'est ce qu'on appelle en fait le référencement naturel. Globalement, c'est comment est-ce que Google a compris mon site et pourquoi est-ce qu'il me met aussi haut. Google a toujours dit que les règles étaient très secrètes, c'est un peu comme la recette du Coca-Cola, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais au fil du temps, on a défini en fait des grandes valeurs. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez vendre des casseroles, si vous ne parlez pas de casseroles sur votre site, Google ne peut pas le deviner, donc il ne vous référencera jamais sur casserole. Voilà, ça, c'est une première pierre angulaire, votre contenu. Si vous voulez vendre un produit, il faut que vous parliez de ce produit-là, tout simplement. Il y a des aspects techniques. Il faut que le site ne soit pas, par exemple, en flash, ou il ne faut pas qu'il y ait trop d'images, il faut qu'il y ait un petit peu de contenu pour qu'ils puissent le voir. Voilà, ça aussi, c'est des choses que l'on sait. Mais on se rend compte que de plus en plus, il y a des choses complètement aberrantes qui arrivent et que les règles qu'il a plus ou moins édictées sont bafouées et on ne sait pas pourquoi. Alors, il faut avoir de bons yeux, je vous l'accorde. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Là, globalement, j'ai fait une recherche sur Longchamp, ici. Donc, globalement, je cherche soit le champ de course, soit des sacs, soit la marque Longchamp, soit des hôtels près de la ville de Longchamp. Globalement, on est bon. Et en fait, ici, se trouve en 5e position un site qui n'a rien à voir du tout et qui vend des sacs Longchamp sur une URL qui ne parle pas de sac, sur un site qui ne parle pas de sac, mais ils arrivent à se référencer sur ce mot-clé-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, on ne sait pas. Pourquoi est-ce que les résultats ne sont plus aussi propres qu'avant et que les gens arrivent à passer entre les mailles du filet et arrivent à se référencer ? Il y a des choses plus gênantes. Par exemple, aujourd'hui, quand on prend des sites comme Zalando ou Spartoo, ils sortent tout le temps en haut quand on cherche des vêtements ou des chaussures. Sauf qu'ils ne respectent pas les consignes que Google donne aux petits copains pour qu'on puisse se positionner. Demain, vous lancez un site de chaussures, on va vous faire créer des pages spécifiques, il y a toute une stratégie à avoir pour être référencé. Et en fait, Zalando ne l'applique pas, mais ils sont premiers. Zalando, c'est le 5e plus gros annonceur chez Google. C'est celui qui lui laisse le plus d'argent, dans le numéro 5. Donc on peut peut-être se dire qu'il y a une relation de cause à effet. Google s'en défend, mais aujourd'hui, objectivement, nous n'avons pas la possibilité de savoir ce qui se passe derrière. Donc il y a quand même des choses qui nous paraissent plus très naturelles, clairement, dans ce référencement. Je pense que si on arrive à des situations comme ça, c'est qu'on est aussi un peu responsable, nous, professionnels du web, tout simplement parce qu'on a suroptimisé toute cette partie référencement naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un site internet, généralement, vous avez une petite prestation de référencement naturel, c'est-à-dire comment choisir les bons mots-clés, bien les placer pour pouvoir être référencé. Et on a un petit peu abusé de l'outil parce que ça devenait une vraie source de business, le web, et que Google n'était pas forcément préparé à ça. Et que globalement, à partir du moment où les agences de référencement trouvent une faille, la surexploitent, Google met un patch et la corrige. C'est un peu comme ça que Google se développe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement optimisé que maintenant, les règles sont devenues extrêmement complexes et plus forcément très pertinentes. On a mis un petit terme ici, le développement du Negative SEO. Enfin, NSEO, c'est quoi ? C'est le Negative SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel. C'est l'acronyme, c'est Search Engine Optimization. Donc, c'est l'acronyme anglais pour dire le référencement naturel. Et si vous voulez chercher de l'information sur ce référencement naturel, il faut taper SEO sur Google. Il y a plus d'informations qui vont remonter, ce sera plus pertinent. Donc, qu'est-ce que le Negative SEO ? En fait, c'est tout l'art, pas très légal, de faire tomber son petit copain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur certains marchés, il est tellement difficile de devenir premier quand on est deuxième qu'on a deux choix. Soit on arrive à être meilleur, ce qui n'est plus le cas, soit on fait tomber le premier. Et aujourd'hui, on a la capacité de faire tomber quelqu'un, de faire tomber un site, temporairement ou définitivement. On peut arriver, en fait, on est quasiment sur de la guérilla numérique, mais ça arrive. J'ai l'exemple d'un de mes clients qui fait de la maroquinerie en ligne. Et l'année dernière, aux alentours du 15 août,
bientôt la rentrée des classes, donc forcément tout ce qui est sac, ISPAC, ceux qui ont des enfants, des adolescents savent très bien que c'est la marque qui est cherchée en début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a vu arriver une attaque en référencement naturel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des liens qui venaient depuis l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a plein de sites sur le web qui se mettaient à parler de mon client et qui pointaient vers lui, qui mettaient un petit lien, comme vous faites un lien hypertexte, ils faisaient la même chose, en mettant « take drugs », prendre de la drogue, et pointer vers le site de mon client. Qu'est-ce qui s'est passé? Google a réagi de façon logique, s'est dit « Oula, qu'est-ce qui se passe? Ce site se met à parler de drogue, puisque tout le monde parle de lui sur Internet et pointe vers lui en parlant de drogue. » Et bien en fait, Google a déclassé le site de mon client. Ça a duré 3 semaines, pile poil pour la rentrée. La relation est assez simple. On sait que c'est derrière un de ses concurrents, un de ses fournisseurs qui a voulu le déstabiliser pour cette phase de rentrée, pour prendre la place et aller vendre ses produits à la place de mon client. Alors, il faut être sur des marchés ultra concurrentiels. Le jour où vous avez une attaque en négative SEO, c'est que vous avez déjà une très bonne visibilité. Donc c'est plutôt déjà un compliment. C'est-à-dire que votre position est enviée, mais c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Donc en fait, il faut s'en prémunir et il faut savoir que si vous êtes sur des marchés comme l'assurance, comme la banque, comme les prêts, comme le rachat de crédit, comme l'immobilier, comme l'habillement, le vêtement, la mode, tous ces secteurs-là, en fait, si vous arrivez à avoir une certaine visibilité, potentiellement derrière, vous pouvez avoir ce type d'attaque. Et donc potentiellement en fait, être impacté en termes de visibilité. On a aussi en fait ce qu'on appelle le black hat. On aime bien tout ce qui est anglicisme, et puis ça fait tout de suite mieux que le chapeau noir en français. On va dire que c'est plutôt le côté obscur. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on a aussi la capacité d'aller pirater, nous à l'inverse, et de référencer votre site sur des requêtes en fait où il n'en parle pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait il ne devrait pas être visible sur ce mot-clé-là, mais comme on maîtrise l'algorithme de Google, on peut arriver à vous positionner temporairement sur une requête. L'exemple le plus connu et le plus cocasse, c'est à l'époque de la mise en place d'Adopi. Le monde du web avait coordonné une petite attaque sur le site de l'Élysée. Et en fait, quand vous tapiez, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais trou du cul du web, le premier site référencé était le site de l'Élysée. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Google a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc en fait, ils l'ont remis correctement. Et puis nous, comme on est joueurs, on a fait pointer tout ça vers la page Facebook de Nicolas Sarkozy. Et donc, il ressortait premier sur Trou du cul du web. Bon, c'est des jeux puérils, mais ça montre bien qu'on arrive à référencer des sites sur des choses qui n'ont pas forcément prévu. Alors, autre point qu'on a voulu mettre en avant sur le côté un peu de moins en moins transparent, a contrario du référencement naturel, vous avez en fait ce qu'on appelle le référencement payant. Vous devez voir, c'est la petite colonne sur la gauche de votre recherche où il y a écrit en tout petit « annonce » pour vous inciter en fait à cliquer dessus. C'est la pompe à cash de Google aujourd'hui, c'est 85% de son chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, un peu à l'image du référencement naturel, avant c'était très simple, c'est une bourse d'enchères. Celui qui paye le plus cher est le plus haut. C'était assez simple. En fait, aujourd'hui, ils ont rajouté des indicateurs obscurs comme le Quality Score qui vient au final faire que certains se retrouvent devant d'autres pour des raisons qui ne sont pas forcément expliquées, claires, nettes et précises de la part de Google. Donc forcément, ça implique quelques limites en fait, sur même des choses aussi simples qu'une bourse d'enchères sur un mot-clé au final. Quelques limites, puisqu'on y arrive aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on arrive à faire des conférences sur la Google dépendance, si Capital fait un numéro spécial sur Google, si la Commission européenne se penche sur une loi antitrust sur Google, c'est bien qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Effectivement, aujourd'hui, Google est attaqué un peu de partout, surtout en Europe, où on a notamment un député européen qui est en bataille depuis je ne sais plus combien d'années contre Google et qui va justement arriver à ce qu'il y ait une action en justice cette année, à tel point en fait, que Google a envoyé un courrier à tous ses collaborateurs en expliquant qu'il y aurait des choses qui allaient être dites sur le moteur de recherche, sur Google, sur l'entreprise, et qu'il ne fallait pas forcément s'y fier. Et qu'eux, ils étaient là pour changer le monde, et que s'il y avait des gens qui ne comprenaient pas, c'était entre guillemets pas de la faute de Google. Donc ça montre bien qu'il risque d'y avoir des dossiers qui vont sortir dans les prochains mois. Quelle autre limite? C'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus conscient de cette dépendance à Google et de son emprise de partout.
Donc moi, je pense à titre personnel qu'il y a un moment où on va un peu se rebeller et qu'on va aller chercher ailleurs. Parce que quand on va se rendre compte qu'on a laissé toutes nos données à Google, tous nos outils à Google, il y a un moment où les choses ne sont pas très fiables. Donc voilà pour cette petite revue sur Google et ses limites. C'est pas très rose, hein, clairement. C'est pas la partie la plus rigolote de l'intervention. Vous allez voir, ça va être plus sympa maintenant. Mais clairement, en fait, l'idée c'est pas de mettre le stress à tout le monde. C'est juste qu'on soit conscient en fait de ça et que si demain vous devez opter pour un outil, par exemple un agenda, si vous avez deux offres et que vous avez d'un côté Google Agenda et Outlook et que vous avez déjà tout mis chez Google avec votre téléphone Android et ainsi de suite, essayez peut-être de diversifier un peu vos outils. Ça permettra même de donner vos données à d'autres personnes, mais au moins vous ne les laissez pas dans la même main. Alors, comment on peut développer son trafic sans Google? Alors ça, c'est vaste sujet, parce qu'on a vu qu'il y en a 9 sur 10 qui passaient par là, donc forcément, il va y avoir un petit peu de sport. Tout d'abord, en travaillant aussi les autres moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous invite à aller utiliser Yahoo ou Bing. On a l'impression que ça fait un peu web des années 2000, même un peu avant, mais je vous assure que Yahoo, ça marche très bien. Et que les résultats en fait, de recherche sont pertinents, et que ça nous permet parfois de tomber sur des choses que Google ne nous montre pas, et donc c'est plutôt pertinent. Je vous ai mis en fait les parts de marché à côté, donc effectivement on voit que les parts de marché de Yahoo et de Bing sont lilliputiennes par rapport à Google, et que Google se stabilise. Hein. Ça fait à peu près 5-6 ans qu'il est à 93-94% de parts de marché suivant les trimestres, et il a une moyenne en fait sur l'année de 91%. Mais clairement aujourd'hui, Bing et Yahoo sont des alternatives en fait crédibles à la recherche et ont surtout en fait de très bons ratios de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites à l'aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, vous faisiez un test, vous mettiez une recherche et la page vous sort 2 pages de résultats blanches, sans marque, sans rien, et vous demande de dire voilà, quelle est la page la plus pertinente sur votre recherche. Et en fait, on se rend compte que les gens privilégient à l'aveugle les résultats de Bing et de Yahoo face à ceux de Google. En fait, c'est juste la force de l'habitude qui fait que vous utilisez Google par défaut, alors que ceux-là, en fait, fonctionnent très bien. Pour la petite histoire, en fait, Bing et Yahoo ont le même moteur technique. Ils ont la même plateforme technique. Ils se sont alliés il y a 2 ans. Et Bing, en fait, aujourd'hui, est en train de beaucoup se développer. Et ils ont recruté notamment l'employé numéro 4 de chez Google. Google note ses employés en fonction de leur date d'arrivée. Donc, en fait, elle a été numéro 4, Marissa Mayer. Et elle a été la compagne d'un des fondateurs, d'ailleurs. Et elle a été transférée comme directrice générale de chez Bing. Et elle est en train de faire beaucoup bouger les choses dans le bon sens pour créer un concurrent crédible à Google. Autre information, on se rend compte sur nos serveurs depuis maintenant quelques mois qu'on a la visite d'un nouveau moteur de recherche qui s'appelle Apple. On a un petit robot qui vient indexer nos contenus qui s'appelle Apple Search, alors qu'il n'y a pas encore de moteur de recherche Apple. Donc si Apple annonce au mois de septembre une petite mise à jour ou quelque chose, un moteur de recherche ou un partenariat dans la recherche, ça ne serait pas surprenant parce qu'on a déjà vu des traces sur nos serveurs de quelque chose dans la recherche du côté de chez Apple. Autre point qui est fondamental, c'est que je ne sais pas sur quel secteur géographique vous travaillez, mais si vous allez notamment par exemple aux États-Unis, la Google dépendance est beaucoup moins forte. Et il y a même des pays en fait, où la Google dépendance n'existe pas du tout. Là, on voit par exemple que les évolutions font que Google effectivement est toujours leader avec 65%, mais on a les sites de Bing et de Yahoo qui sont avec une vraie part de marché aux alentours de 25%, 30% en cumulé pour les deux. Il y a des spécificités assez fortes sur des marchés qui sont très ouverts, comme la Chine et la Russie. Forcément, eux, ils n'ont pas vraiment envie que Google vienne indexer leur contenu et vienne être trop présent. Donc, ils ont créé des alternatives. En Chine, c'est Baidu et en Russie, c'est Yandex. Donc voilà, si demain, vous devez aller conquérir ces marchés-là, notamment via le digital, l'intérêt de Google est extrêmement limité. Il faut partir sur des sur des optimisations spécifiques pour ces 2 moteurs de recherche. Alors ça, c'était de dire, voilà, au niveau de la recherche, il y a des alternatives dans cette recherche, mais on peut aussi trouver d'autres sources de trafic pour un site internet. Aujourd'hui, on veut être présent quand les gens font une recherche, mais il y a pas mal d'autres solutions.
qu'on a tendance un petit peu à oublier. La première, par exemple, c'est les relations presse, l'actualité. Aujourd'hui, en fait, faire parler de soi, passer sur des blogs, avoir des articles, enfin voilà, les relations presse classiques, mais même en digital, génère un trafic très très qualifié. On fait moins de visites forcément que si on est premier sur son cœur d'activité sur Google, mais on fait de la visite qualifiée. Donc ça, c'est un point qui doit être aussi travaillé pour pouvoir sortir un petit peu de cette dépendance. On a mis aussi l'affiliation. Alors l'affiliation, il faut déjà avoir, on va dire, de la génération de business en ligne. Je ne dirais pas forcément de l'e-commerce, mais si vous avez un formulaire de devis, un formulaire de contact et que vous êtes prêt en fait à payer pour un lead, donc payer pour un contact rempli, ces outils-là en fait vous proposent de n'être payé qu'à la performance. En fait, ils vont peut-être vous envoyer 2 millions de personnes sur votre site, vous vous en fichez, vous ne payerez que X euros, vous l'aurez défini avec eux, au lead généré ou à la vente générée sur votre site si vous avez l'e-commerce. Donc après, c'est à vous de définir quel est votre point de bascule en termes de rentabilité, jusqu'à quel montant vous êtes prêt à payer un contact entrant, et derrière de voir avec eux s'ils ont la capacité de vous fournir la prestation que vous demandez. Donc ça, c'est des modèles de rémunération, des modèles de visibilité qu'on a un petit peu tendance à oublier. Donc c'est notamment les principaux en France sont TradeDoubleur, Zanox et NetAffiliation. Bon, bien sûr, pour ceux qui ont suivi le cycle l'année dernière, le social est extrêmement présent aussi, c'est quelque chose qui se développe. Toutes les activités ne peuvent pas y être, et c'est une communication un peu particulière, mais forcément, ça va prendre de plus en plus de poids. Et là, après, on a mis un peu une petite partie spécifique pour ceux qui ont de l'e-commerce et des produits à vendre, les comparateurs de prix. Si aujourd'hui vous avez des produits bien placés en prix, c'est très intéressant d'aller sur eux parce qu'ils vous font payer généralement au clic des gens qui sont déjà dans une démarche d'achat. Donc c'est très qualitatif et ça veut dire que c'est eux qui se battent pour être référencés sur Google et vous avez juste à être le moins cher sur ces plateformes-là pour générer du clic sur votre site et générer des ventes. Et le dernier, c'est des marketplaces. Donc là, c'est un petit peu différent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous, en tant que consommateur. Vous passez en fait une commande sur la Redoute et en fait, vous recevez un colis qui n'est pas expédié par la Redoute. Parce qu'en fait, c'est un annonceur, vous, moi, qui avons un site e-commerce et qui avons communiqué sur la Redoute, rémunéré la Redoute pour la vente, et ce qui a permis à la Redoute d'avoir un catalogue produit beaucoup plus étoffé que s'il avait dû tout avoir en stock. La Fnac aussi le fait d'ailleurs, hein. Donc vous avez aussi des marketplaces sur la Fnac. Donc voilà, c'est aussi un modèle intéressant puisque là vous avez un petit abonnement tous les mois et vous payez en fait à la vente. Donc si vous arrivez à avoir des bonnes marges sur vos produits, ça peut être intéressant d'aller les démarcher, savoir si aujourd'hui ils ont intérêt à vous référencer. Bon, il faut faire attention hein, parce qu'eux aussi ils sont un petit peu gros et ils ne sont pas bêtes. Hein. S'ils font ça, c'est aussi beaucoup pour faire de la veille. J'ai l'histoire c'est pas un client, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une conférence comme ici un soir, et qui m'expliquait qu'il avait pendant 1 an et demi un business en fait de vente d'interrupteurs et de prises Legrand sur Internet. Ça marchait très bien, il avait des marges qui étaient confortables parce qu'il avait un gros volume. Pour toujours vendre plus, il est parti sur Amazon. Amazon n'avait pas ce type de produit en stock, donc l'a accueilli à bras ouverts. Ça a duré 6 mois. Et puis Amazon l'a appelé, dit ah écoutez, on va arrêter en fait, monsieur, parce qu'on a vu avec Legrand en direct et on va vendre des produits Legrand en direct. Au revoir. C'est dans les conditions générales, il ne peut rien faire. Et du jour au lendemain, en fait, les produits Legrand, visibles sur Google via Amazon, n'étaient plus vendus par cette personne que j'avais face à moi, mais par Amazon en direct. Donc il faut aussi faire attention si vous avez une super niche qui marche très bien, de ne pas trop aller être visible sur ces sites-là, parce que derrière, ils peuvent aussi passer en direct, notamment si vous faites juste de la négoce. J'ai l'impression que je vous donne que des exemples négatifs, hein, mais c'est cool le web, hein, je vous assure. Mais voilà, il faut aussi être conscient qu'il y a des trucs un peu négatifs. Alors, autre point pour sortir de cette Google dépendance, c'est qu'on est un peu dans un effet boulimique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je rencontre des clients, des prospects, ça manque assez rarement. 1 fois sur 2, j'ai dans la discussion, il me faut plus de trafic. Je n'ai pas assez de trafic sur mon site. Généralement, en fait, ce n'est pas le cas. Ce qu'ils veulent, c'est plus de chiffre d'affaires généré grâce au site. Ce n'est pas plus de trafic. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le trafic est devenu beaucoup plus cher à acquérir. Donc on est vraiment rentré dans un travail sur le cycle de vie du client.
digital. Et il faut voir toutes ces étapes-là. C'est-à-dire que le trafic, la génération, l'acquisition de trafic, c'est une étape sur 3. Et qu'aujourd'hui, la bataille, elle doit se jouer là. C'est que je m'en fous clairement que j'ai que 10 personnes sur mon site par mois. Mais si sur ces 10 personnes, j'ai 5 contacts, et sur ces 5 contacts, j'ai 3 ventes, si je suis à l'équilibre, c'est bon. C'est là-dessus, en fait, qu'il faut se battre. Et qu'on a vraiment trop tendance à se dire, mais en fait, je transforme à 1% sur mon site. 100 visiteurs, j'ai une demande de contact ou une vente. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avoir 200 personnes sur mon site pour avoir 2 ventes. Alors qu'en fait, je préférerais qu'on se batte pour avoir 2% de taux de transformation. Il y a un schéma qui existe, que l'on met généralement en avant-vente, par rapport à ce taux de transformation. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous générez moins de 1% de transformation sur votre site, il faut vous concentrer sur l'augmentation de ce taux de transformation. Ne cherchez pas à avoir plus de monde parce que vous n'arrivez pas à le rentabiliser. Entre 1 et 2% de taux de transformation, on peut équilibrer les budgets. 50% à la transformation, 50% à l'acquisition. Et si vous dépassez 2% de taux de transformation, vous pouvez maintenant faire 75% sur l'acquisition et 25% sur la transformation. On gardera toujours un budget sur la transformation parce que derrière, il faut travailler des petites choses comme on a mis là, l'A/B testing. On verra tout à l'heure qu'est-ce que l'A/B testing. Peut-être juste se dire, mon bouton de contact, de demande de devis que j'ai mis bleu dans ma charte graphique, si je le mettais en orange, est-ce que je ne gagnerais pas 1 point, 2 points de transformation? Tous ces tests-là doivent être menés régulièrement sur votre site. Il y a des petits outils qui existent, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, développeur de site internet. Vous allez voir, vous pouvez le faire tout seul. Mais c'est des petites choses qu'il faut mettre en place pour se battre sur la transformation. Et après, on travaille aussi sur la fidélisation, qui est aujourd'hui un peu le parent pauvre. Mais on va dire que déjà, si vous arrivez à vous focaliser sur la transformation, c'est déjà une très bonne chose. Alors, la transformation, je sais pas, ouais. Voilà, c'est un peu, j'aurais dû anticiper, j'aurais dû passer les slides plus rapidement. La transformation, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement de se dire, soit je travaille sur la taille de mon tuyau d'entrée, donc je veux plus de monde sur mon site, soit surtout je travaille sur la taille du tuyau de sortie, donc celui qui arrive dans ma poche, et de se dire, voilà, au milieu, ce que je perds, en fait, il faut que j'en perde le moins possible pour que la taille de ce tuyau-là, en fait, progresse. Et c'est ce taux de transformation, comment est-ce qu'on peut le travailler? On peut le travailler avec des outils qui permettent de faire de l'A/B testing. Donc, je vous ai mis un petit exemple. C'est de se dire, là aujourd'hui, j'ai mon bouton qui est bleu. Si je le passe en orange, qu'est-ce qui se passe? On a des outils, il y en a un qui existe, avec qui on travaille, qui est relativement accessible et qui est facile d'utilisation pour le commun des mortels aujourd'hui, qui s'appelle BeamPulse. Je vais peut-être vous l'écrire. Bon, j'écris pas très bien, mais bon, vous avez peut-être à me dire. C'est B-E-A-M-P-U-L-S-E. BeamPulse, qui permet en fait de faire ces petites choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez l'installer sur votre site, vous demandez à votre webmaster de l'installer, ça prend en toute franchise 10 minutes. Et derrière, en fait, vous allez pouvoir, avec une interface très simple, dire ce bouton-là, je ne le veux pas en bleu, je le veux en orange, et tu vas le mettre à 1 sur 2. Une fois sur 2, tu mets orange, tu mets bleu, et tu me dis celui qui transforme le plus. Et comme ça, sans avoir payé un développement, vous pouvez vérifier en fait qu'est-ce qui génère le plus de contacts sur votre site. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui sont pas très onéreuses, hein, c'est une question de dizaines d'euros par mois, hein, l'outil, mais qui vont vous permettre de pouvoir gagner peut-être 1 point, 2 points de transformation. Mais derrière, c'est colossal en termes de leads entrants et de vente e-commerce. Pour appuyer un petit peu tout ça, on vous a mis aussi ce qu'on appelle en fait le marketing en temps réel. C'est le même outil en fait qui permet de faire que votre site va réagir en fonction du comportement qu'il va observer. En fait, on fait souvent le parallèle entre le monde réel, vous dans une démarche commerciale, et votre site internet. Votre site internet, c'est le plus mauvais des commerciaux. Mieux, hein, des commerciaux. C'est-à-dire que globalement, lui, quoi qu'il se passe, il ne bouge pas. Il est stoïque, il a toujours la même position, toujours la même image, toujours le même texte, il ne bouge pas, il ne s'adapte pas. Alors que vous, en rendez-vous client, qu'est-ce que vous faites? Si je vois qu'il y en a qui s'endorment, je vais peut-être augmenter la voix, frapper dans les mains, changer de position pour vous réveiller. Mais en fait, votre site internet va se mettre à faire pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il va détecter le comportement de l'internaute et il va lui pousser de l'information en fonction de ce dernier. Exemple, l'outil est capable de détecter le mouvement de la souris.
C'est-à-dire qu'il va voir que si je fais ça, c'est-à-dire que je sors de l'écran, c'est que très certainement, je vais sortir du site, je m'en vais. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Vous aurez paramétré de dire, attention, si quelqu'un s'enlève du site, une fois, lors de sa première visite, qu'est-ce que je fais? Je lui propose de télécharger mon catalogue. Ça, c'est l'exemple qu'on vous a mis. Globalement, en fait, je sors du navigateur, paf, j'ai une petite pop-up qui me dit, une petite fenêtre qui me dit, attention, catalogue gratuit, laissez-nous votre adresse mail et recevez notre catalogue. 1100% de demandes de catalogue supplémentaires enregistrées sur un mois. Juste avec ça. Bon, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très bons avant, hein. Mais là, déjà, ça progresse, c'est assez significatif. C'est tout simple, c'est pas très onéreux, et ça vous permet de récupérer une adresse mail. Vous n'avez pas fait une vente, vous avez juste envoyé un catalogue. Mais cette adresse mail, derrière, vous pouvez lui envoyer un mail, lui demander s'il a bien lu le catalogue, vous pouvez entendre une démarche commerciale. C'est toujours ça de gagner. Ce n'est pas forcément une vente, mais c'est déjà un premier pas. Autre exemple, l'outil, tout seul, en fait, fait apparaître une petite bannière qu'on appelle de rassurance après 4 pages vues. C'est-à-dire qu'en fait, la personne voit 4 pages sur le site, donc manifeste un certain intérêt pour ce que j'ai à proposer, et je vais lui dire, au fait, tu n'as peut-être pas vu, mais pour 30 € d'achat, les frais de port sont offerts. On vient juste adapter le discours, puisqu'on s'est rendu compte que l'internaute avait un intérêt pour nos produits. On va, un peu à manière d'un commercial, ajouter un argument ou rendre un peu plus visible qu'on n'aurait pas forcément dit à tout le monde, puisque le dire dès que les gens arrivent sur le site, n'est pas forcément intéressé. Et là, on a l'impression que le site en fait communique avec nous. Allez, encore un exemple. Proposition d'être rappelé. Alors, vous le voyez souvent, ça, être rappelé. Mais en fait, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le déclenche à partir du moment où l'internaute reste plus de 30 secondes sur la page sans bouger. Donc visiblement, il est en train de lire, il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? On lui propose de laisser son numéro de téléphone pour être appelé. 20% de transformation en plus enregistrée sur le site. Le site devient un vrai centre de profit, qu'importe le trafic que vous avez. Vous augmentez en fait la transformation et le potentiel de business que vous générez sur celui-ci. C'est des choses qui sont chronophages à mettre en place une fois. C'est sûr que ça ne se met pas en place en 2 secondes, il faut réfléchir quels sont les schémas, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je le mets en place. Mais derrière, la génération en fait, de valeur pour vous est assez importante. Et ce qui permet de pouvoir travailler sur la taille de tuyau de sortie et pas de focaliser son budget pour se dire, bah voilà, il faut que j'aille acheter des clics sur AdWords, donc sur la publicité de Google, parce que quand je tape aujourd'hui chauffagiste Lyon, bah, je ne suis pas visible, donc je vais acheter chauffagiste Lyon. Derrière, à rentabiliser, c'est de l'argent que vous balancez, c'est des dépenses de communication, mais derrière, la rentabilisation, si votre site n'est pas optimisé, ça ne fera rien de mieux. Vous aurez juste plus de monde sur votre site. Vous pourrez dire à vos petits collègues lors des soirées jeunes entreprises, j'ai fait plus 50% de trafic sur mon site entre la dernière conférence de Laurent l'année dernière et celle-ci, je suis super content. Sauf que globalement, ce n'est pas ça que vous avez besoin. Vous avez besoin en fait de transformation. Et donc derrière de génération de valeur. Pour clôturer ce point, puisque l'idée c'était de pouvoir échanger après avec vous à la suite de cette petite présentation, l'idée était de vous faire passer le fait que gouverner, c'est effectivement prévoir. Aujourd'hui, je suis prêt à parier que dans les 18 mois qui arrivent, on va avoir en fait de profonds changements dans la recherche en ligne. C'est-à-dire que Google risque de baisser ou alors de changer son algorithme complètement, ce qui va rebattre les cartes. Et je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu pas mal de communications qui ont été faites autour du 21 avril de cette année, puisque Google a communiqué en disant aujourd'hui, tous les sites qui ne sont pas mobiles vont être pénalisés sur mon moteur de recherche. Donc branle-bas de combat, je l'ai entendu sur France Inter, je l'ai lu sur 20 minutes. J'ai eu 20 appels de clients paniqués comme disant « mais comment ça se fait, mon site n'est pas complètement mobile, je vais me faire déclasser ». En fait, c'est juste que Google, effectivement, édicte des règles, pose des règles et qui joue un peu à faire peur à tout le monde. Aujourd'hui, les sites qui n'ont pas de version mobile et qui ont été pénalisés, il n'y en a pas 50. En France, j'en connais un. Leboncoin.fr. Leboncoin.fr, aujourd'hui, n'a pas de version mobile de son site. Quand vous allez sur leboncoin.fr avec votre mobile, on vous propose de télécharger une application. Donc, en fait, vous sortez du web. Et en fait, l'analyse que j'en ai, moi, aujourd'hui, si demain, Google se met à faire des annonces en ligne, je serai à moitié surpris.
Parce que pour moi, cette modification du mobile, elle sert certes à augmenter la satisfaction que vous avez, vous, en tant qu'utilisateur, à utiliser Google. J'utilise Google depuis mon mobile et me propose que des sites qui sont compatibles avec mon mobile, ce qui est assez logique. Mais je pense que derrière, il y a quelque chose. La dernière fois que Google a fait une modification de ce type-là, il a lancé Google Shopping. Je ne sais pas si vous... Google Shopping, c'est quand vous tapez un produit, un nom d'un produit, basket Adidas, sur Google, et vous avez directement des produits qui sont visibles avec le prix, et vous cliquez dessus, vous avez directement sur la fiche produit sur l'annonceur. La stratégie de Google avec Google Shopping, elle est ce qu'il y a de plus fourbe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Première étape du plan, lancer Google Shopping de façon gratuite. Communication auprès de tous les e-commerçants. Venez sur Google Shopping, le service est gratuit. On va vous mettre en haut, au niveau des annonces publicitaires. Et ce service, c'est vraiment pour vous, pour nous, pour développer votre activité. Très bien, ça a duré 18 mois. 18 mois, tout le monde était content. Mise à jour de Google. Google fait une mise à jour et déclasse tous les sites qui ont soi-disant pas un contenu pertinent. La mise à jour s'appelle Google Panda. Première victime, quel coût? Shopping, qui sont des comparateurs de prix. Déjà là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Dernière mise à jour, 24 mois après le lancement de Google Shopping. Mail à tous les e-commerçants pour merci d'avoir utilisé Google Shopping. Ce dernier va passer payant à partir du mois prochain. Je pense que le business est assez clair. Il détecte les opportunités et derrière, il lance des services. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui travaillent dans l'hôtellerie ou la restauration. Clairement, Google va se positionner aussi sur ces recherches-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on tape hôtel avec une ville, TripAdvisor ressort de façon très importante. Aujourd'hui, c'est rien à Google à développer un comparateur un recueil d'avis ou un comparateur de prix. À tel point qu'ils ont lancé Google Flights, qui permet en fait de comparer les prix des billets d'avion directement depuis le moteur de recherche. Donc voilà, c'est pour ça que le business de demain peut être amené à évoluer. Et vous, en fait, vous devez effectivement anticiper ces changements, ne pas être dupe, c'est-à-dire que derrière Google, il y a une entreprise privée qui est là pour faire du chiffre d'affaires et que les règles, en fait, sont édictées par eux directement et qu'il n'y a rien à faire contre ça et que si demain, vous ne leur revenez pas et qu'ils décident en fait de vous enlever du moteur de recherche, vous n'avez que très peu en fait de solutions. Ça risque de changer puisque la Commission européenne est dessus, mais pour l'instant, il faut juste anticiper ça et se dire que dans sa stratégie, ne pas tout miser sur l'acquisition de trafic via Google et d'essayer d'aller diversifier tous ces changements-là.